Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode de Parlons Montréal. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci encore pour vos commentaires de la semaine dernière et on espère avoir encore vos commentaires cette semaine. Alors, j'ai avec moi Marc-Antoine Desjardins. Nous allons discuter aujourd'hui de nos découvertes de la semaine et puis on va vous parler de la ville, comme on fait toujours, des choses qu'on a observées à la ville. Et aussi, on va nous projeter à l'avenir, dans un avenir où est-ce qu'on pourrait penser au bonheur intérieur brut et non plus le fameux produit intérieur brut. Alors, bonjour Marc-Antoine, comment vas-tu? Allô Justine, ça va très bien, toi? Bon, ben oui, ça va très bien. Alors, si tu permets, je vais me lancer tout de suite dans ma découverte de la semaine, qui est parce qu'on est dans la période des jardins. Alors, c'est pas tant une découverte, mais c'est une redécouverte parce que à chaque année, j'essaie de me lancer dans le jardinage. Donc, le jardin m'a suivi toute ma vie. J'ai toujours eu une attirance pour les fruits et légumes qui sont poussés chez nous. Alors, très petite, j'ai été très chanceuse d'avoir chez nous un jardin, d'avoir des aliments que je pouvais consommer frais. On était même dans un endroit rural. J'ai pu me promener dans des pommiers et prendre les pommes du fermier. J'ai eu cette chance-là. Alors, ça reste très important dans ma vie. Et puis, on a essayé d'élever nos enfants avec ce concept-là aussi, de savoir produire sa nourriture soi-même, de savoir d'où ça vient, de pouvoir plonger les mains dans la terre. Je trouve que c'est très bon pour la santé, autant mentale que physique. Et maintenant que tout le monde se trouve confiné, eh bien, les jardins sont devenus de plus en plus populaires cette année. Apparemment qu'il y a un engouement pour le jardinage et pour faire son potager. Je crois que c'est Rima El-Khoury qui a écrit là-dessus cette semaine sur le jardinage. Alors, je voulais partager avec vous cette nouvelle expérience de jardinage parce qu'on était rendu pas mal, pas experts, mais disons qu'on était bien rodés dans le jardinage quand on vivait dans l'ouest de l'île. On avait un grand terrain, on avait notre jardin de tomates, on avait nos buissons de framboises, nos framboisiers, on avait un grand jardin en avant pour les concombres, les courgettes, les courges, plein de choses. On changeait chaque année, on faisait de l'expérimentation. On avait même, pendant quelques années, on avait un petit lopin de terre à l'île Bizarre. Ça faisait partie d'une ferme collective que tu connais peut-être, qui s'appelle la ferme du bord du lac. Et c'est un collectif qui permet aux gens qui veulent avoir un plus grand morceau de terre pour pouvoir expérimenter vraiment l'agriculture de façon à plus grande échelle. On a fait ça pendant plusieurs années aussi. Mais comme tu sais... Ah oui, c'est vraiment, c'est super comme projet. Puis ceux qui sont dans l'ouest de l'île, je vous encourage d'aller le voir parce que la ferme est toujours en existence, de cogner à la porte. Puis vous pouvez même, si tu es à vélo, Marc-Antoine, et tu passes par là, tu peux t'arrêter et acheter des fruits et légumes au bord de la rue. Au bord de la route, oui, c'est agréable. Mais... voilà. Mais là, comme tu sais, on a déménagé, donc on est rendu dans l'Est et dans une maison où je pense qu'il n'a pas eu de jardin depuis au moins 100 ans. Parce que la terre est très rocheuse, la terre n'est pas vivante. Il n'y a pas. Donc, j'ai labouré la terre. Il y a 2 jours, j'ai tourné la terre pour ouvrir le jardin. J'ai trouvé rien que 2 vers de terre. Alors, c'est pas de matière organique, oui. Voilà, donc c'est une terre qui est stérile. Ouais, alors, donc la première étape, c'est de nourrir la terre. Et la façon qu'on faisait ça dans les autres jardins, c'est qu'on faisait notre compost nous-mêmes. On ne donnait pas notre compost à la ville. Et quoique je suis en faveur d'un programme de compost de la Ville de Montréal, le compost, pour moi, c'est de l'or, c'est une richesse. C'est avec ça qu'on nourrit la terre et la terre ensuite nous produit de quoi manger. Alors, je préfère garder mon compost chez moi et comme ça, on peut l'intégrer à la terre pour la nourrir, pour qu'elle puisse être plus productive. Mais j'ai pas eu la chance de faire ça encore. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais grosso modo, ma découverte de la semaine, c'est en fait donc cette redécouverte de repartir à nouveau. On a toujours cette chance-là. La terre est là pour nous. Elle est accueillante, elle est productive et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à s'essayer dans le jardinage, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace chez vous. Vous pouvez avoir un jardin, même dans un petit bac que vous remplissez de terre. Si vous avez une propriété avec un peu plus d'espace, vous pouvez ouvrir un petit jardin et planter un petit concombre, voir si ça fonctionne. Mais c'est toujours un grand plaisir de voir les Montréalais qui jardinent chez eux. Et apparemment,
apparemment, j'ai appris qu'apparemment, on est le centre mondial du jardinage urbain, croirais-tu? Montréal. Ah oui. Oui. On est vraiment une référence en la matière. Donc, c'est ça. Et la ville compte 97 jardins communautaires. Donc, si tu n'as pas d'espace chez toi, mais tu peux bien regarder le répertoire qui est sur le site de la Ville de Montréal, trouver un jardin communautaire chez toi ou proche de chez toi et t'inscrire, c'est toujours une bonne idée aussi. Alors, ça, c'est ma découverte de la semaine. Voilà. Tu sais, Justine, qu'on peut, on peut aussi faire, pour ceux qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de terrain, puis qui n'ont pas un accès aussi déployé, tu peux faire avec des palettes industrielles. Tu peux faire, mettons, pour avoir des fines herbes, tout ça, tu peux comme planter, tu peux faire ton propre petit potager mural. C'est intéressant, avec des vieilles palettes industrielles. Tu peux instaurer une espèce de gouttière, puis mettre une bordure de plantes, puis faire pousser en tout cas, tes plantes, puis ça peut peut-être rejoindre un peu ce que tu fais, là, tu sais. Sur un balcon. Oui, exactement. Ou à l'intérieur de ta maison, indépendamment. On peut trouver ça sur Internet. Je regardais ça cette semaine. J'espère que j'expérimente ça. Moi, de mon côté, ça, c'est ta belle trouvaille. C'est intéressant. De ma part, j'ai décidé de changer, de prendre sortir des sentiers battus, comme on dit, au lieu de prendre la piste cyclable Boyer, notamment pour aller à mon bureau d'avocat. J'ai décidé de m'aventurer dans le réseau de pistes cyclables de l'arrondissement de Rosemont, dans le fond. Et on part du plateau, tout ça. C'est super agréable parce que, il y a effectivement un déploiement très soutenu de bandes cyclables et de pistes cyclables. Puis le seul point par contre que j'aimerais voir bonifier, c'est le niveau d'interconnexion d'un arrondissement à l'autre. Puis même l'arrondissement, des fois, tu serpentes beaucoup, tu t'en vas, tu prends Beaubien, tu continues. C'est même sur le même tronçon de rue, c'est pas uniforme là, tout le temps. Il y a des belles avancées, c'est intéressant, mais je pense que le caractère d'interconnexion, on va devoir revenir sur ce point-là. Ça m'amène aussi à parler je te dirais peut-être le bon point de la semaine, c'est le rêve qui est le réseau Express Vélo. On a eu une annonce un peu plus soutenue cette semaine par rapport à ça, avec des annonces plus détaillées au niveau de Saint-Denis du réseau, les phases qu'ils vont mettre en application. Et un point, quand on regardait un peu les articles de journaux, je n'ai pas entendu vraiment parler, mais je trouve ça fondamental pour les plus vulnérables, que ce soit les piétons ou même les cyclistes. C'est sur Saint-Denis, de ce que je comprends, c'est que les arrêts d'autobus vont être déplacés après le feu de circulation. Donc ça, là, ça paraît peut-être très, très, très anodin pour beaucoup, c'est quoi cette affaire-là, mais c'est toute une révolution parce que le syndicat de la STM donc, accepte, et la STM donc, de déplacer carrément l'arrêt d'autobus qu'on voit historiquement au coin de la lumière, au coin du stop, il va être déplacé après la lumière. C'est un gros changement de culture, ça, en fait. Effectivement, c'est un changement fondamental parce que tu vas ouvrir le champ de vision des plus vulnérables, donc les piétons qui vont traverser aux intersections. Tu vas augmenter de loin le coefficient de sécurité du carrefour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je veux saluer l'initiative de la Ville parce que ça fait plusieurs années que des gens en parlent. Et on avait aussi annoncé ça. Il faudrait maintenant que ça se fasse aussi dans d'autres voies artérielles, notamment Parc. Ça aurait peut-être pu sauver la dame qui est morte malheureusement, je pense en 2016, quelque chose comme ça, qui a traversé sur sa lumière verte. Et c'est une voiture qui l'a brûlé sur la rouge, qui est rentrée dedans. C'est une grande tristesse. Alors, bref, c'est un bon point, ça, de déplacer les feux et déplacer les arrêts d'autobus, pardon. Ça m'amène, écoute, de fil en aiguille, ça m'amène... qu'est-ce qui est arrivé aussi cette semaine? Moi, un point que j'aimerais qu'on souligne, c'est le 378e de Montréal. On a vu une vidéo de la mairesse qui annonçait, qui soulignait le 378e avec la présence d'un historien. C'est bien de souligner certaines contributions des immigrants qui sont arrivés ici par après, qu'on parle bien sûr des Irlandais, des Haïtiens, des Vietnamiens et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on ne parle pas des Écossais, on n'a pas parlé surtout des colons français qui ont fondé Montréal, donc Paul Chemelin de Maisonneuve, pardon, et Jeanne Mance.
et beaucoup d'autres aussi. C'était une petite bourgade au début. Et c'est comme si on parle, il y a 200 ans de silence là-dessus que je trouve un peu difficile à expliquer parce qu'on est quand même en train de vouloir souligner la fondation de Montréal, l'anniversaire du 17 mai 1642. Alors là-dessus, malheureusement, ça m'a laissé un peu sur ma faim de voir qu'on ne parlait pas de nos ancêtres qui ont fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on se parle français dans cette interview-là, dans cette entrevue-là, hein, et qu'on n'est pas en train on ne parle pas une autre langue, on parle le français parce qu'on est des descendants de nos ancêtres français. Et ça, je trouve que ça aurait dû être souligné. Ça le sera peut-être plus tard, différemment, peut-être l'année prochaine, mais bon, bref. C'est ça. Ouais, mais je pense qu'il y a deux choses là. La première chose, c'est qu'à force de vouloir avoir un discours qui est inclusif, forcément, on finit par exclure. Parce qu'on ne peut pas se mettre à faire des listes de personnes en vouloir inclure toutes les communautés pour que chacun se sente, bon, il m'a appelé par mon nom, ça veut dire il m'a vu, il m'a entendu. À force d'avoir des listes de personnes, ben forcément, on va manquer quelqu'un dans la liste. C'est impossible d'avoir une liste qui est complètement inclusive. Donc, je pense que tu n'es pas le seul à avoir remarqué que le fait français a été complètement occulté de ce discours-là. Je veux dire, c'était flagrant. Et je pense que l'intention, c'était de mettre la lumière sur l'apport des autres communautés, mais c'est assez maladroit. Et puis, la deuxième chose, c'est que avec les grands anniversaires, on fait un petit peu plus attention. 375e, sûrement le 400e, on va voir un beau party, puis on va oublier personne, surtout pas, j'espère, les colons français qui ont établi Montréal comme leur ville. Mais à force d'avoir le discours à refaire d'année en année, ben, des fois, il y a des années où est-ce qu'on est un petit peu plus faible, où est-ce qu'on cherche des idées. Et j'avais l'impression que la mairesse était un peu en manque d'idées cette année. Elle a très peu parlé. D'abord, elle a donné la parole à un ami historien qui, lui, nous a embarqué dans ce discours qui est, grosso modo, comme tu dis, une liste de toutes les contributions, sauf celles qui sont... Ouais. Certaines contributions, mais ça sonnait décousu parce qu'en tout cas, bref, ça m'a laissé un peu amer par rapport à ça, mais bon, on va... est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'était juste quelque chose est-ce que c'était effectivement une volonté de masquer la contribution française? J'en doute, mais quand même, c'était très... Manque de jugement. Maladroit, manque de jugement, manque de préparation. Ils sont même trompés dans le texte. À un moment donné, ben regardez, on pourrait... c'est quand même l'éléphant dans la pièce, le fait français à Montréal. On est quand même la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Alors, bon, faut qu'on puisse le souligner chaque année. Quand on va parler de la Saint-Patrick, ben, on parle des Irlandais à bon droit. Ben, on ne va pas parler de l'héritage francophone à Saint-Patrick. Ça n'a aucun rapport. On parle des Irlandais à Saint-Patrick. Mettons qu'on pourrait parler des Français à la Saint-Patrick, mais ce serait quand même drôle d'avoir un Saint-Patrick où est-ce qu'on ne parlait pas du tout des Irlandais. Ça ferait un peu drôle, effectivement. Ouais. Voilà. C'est bien vu, puis je suis contente que tu l'as amené parce que, comme je te dis, tu n'es pas le seul. Ça a été très remarqué et très commenté cette semaine. Les commentaires ont été assez... quand on retourne sur la page, en tout cas, bon, les commentaires sont assez soutenus. Ah oui, absolument. Les gens qui l'ont compris, oui. Bon. Oui, j'en ai lu quelques-uns. Je voulais t'amener donc sur un autre point, et ça, c'est pas forcément directement en lien avec Montréal, sauf que oui, quand même, parce que tout revient à cette question-là de comment on prend les décisions en tant que gouvernement. Alors, je veux te parler du produit intérieur brut. Qui est depuis les années depuis 1934, quand ça a été introduit par Kuznets comme outil de mesure pour pouvoir se mesurer à d'autres pays au niveau de la production. Qu'est-ce qu'on produit et comment est-ce que notre productivité se mesure par rapport à d'autres pays, mais même celui qui l'a inventé a émis une mise en garde comme quoi ce ne serait pas juste, ce ne serait pas bon pour le gouvernement de se servir de cette unité de mesure-là pour essayer de mesurer le bien-être, le welfare, le bien-être des citoyens. Ce n'est pas une unité de mesure de bien-être, mais bien de la production. Alors que maintenant qu'on est en train de subir des mouvements économiques importants en lien avec le COVID, mais on craint qu'il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent en arrière de ça, il y a des gens qui se tournent vers d'autres façons de mesurer le bonheur, notamment le bonheur intérieur brut qui a été adopté par le Bhoutan en 2008
Et on a appris aussi que l'an dernier, il y a Jan Ardern, qui est la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a fait un premier budget du bonheur. Alors, il y a vraiment un changement de discours qui est en train de s'effectuer et je me demande, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à la ville de Montréal, d'avoir un budget du bonheur ou d'intégrer tout au moins une notion de bonheur dans la façon qu'on fixe les objectifs? Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un concept intéressant. On doit revoir, on parle de décroissance, de démondialisation, de baisser, de dépollution, si on peut dire, hein, carrément. On va baisser nos niveaux de pollution puis changer pour une forme d'économie plus verte, plus près des gens, moins industrialisée. Ben, c'est possible. On a vu, je pense, encore une fois cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations de tous les genres, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la qualité de l'air. On a vu finalement qu'il y a eu une baisse des GES, je pense, de 17%. Bon, bien sûr que c'était accidentel à cause du COVID, mais s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que, encore une fois, on l'a souligné à quelques-unes de nos capsules, mais la pollution, elle a baissé. Alors, moi, je vois aussi le bonheur multifacétaire, ce qu'on pourrait éventuellement, puis c'est ça, puis ça m'amène à te parler de ma réflexion que j'ai eue cette semaine. Après le COVID, là, après ce qu'on est en train de vivre, là, on devrait lancer un chantier d'emploi vert. On devrait vraiment se questionner, regarder ce que les autres pays font, puis dire, est-ce qu'on peut, l'émulation de ces pays-là, est-ce qu'on peut carrément aller dans cette direction-là? Traiter nos déchets localement. Moins jeter, créer des emplois à même la gestion de nos ressources locales, à même l'utilisation qu'on fait de nos matières recyclables. Notre compost que tu parlais plus tôt, est-ce qu'on peut en faire un projet de société au lieu de toujours envoyer ça en enfouissement? On n'aura pas le choix de se poser la question. Puis je sais, encore une fois, on revient, mais il faut vraiment qu'on repense notre rapport à notre gestion des déchets et de nos matières résiduelles. Prends juste l'exemple des masques et des gants. Il y en a plein partout. Tout le monde en fait. Là, ça va être la grosse affaire. Je comprends qu'il y a un argument de santé publique. Très bien. Mais si on est pour retrouver des centaines, voire des milliers de masques joncher nos rivières, nos rues, nos parcs sur les années à venir, ben on va avoir manqué la coche, là, comme on dit. Et ça, il faut qu'on se pose une question. Quel genre de société qu'on veut avoir au sortir de la crise? Oui, la santé publique, mais il ne faut pas non plus que le pendule aille de l'autre bord complètement et qu'on ait tout oublié ce qu'on doit faire en termes de réflexes environnementaux, là. Oui, une grande partie du bonheur, c'est d'avoir une qualité de vie qui dépend d'un environnement qui est sain. Et quand on parle je vais revenir encore sur le compost, mais quand on parle de traiter les déchets, par exemple, est-ce que vraiment ça nécessite l'utilisation du diesel? Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut soit le faire chez nous, à proximité, chacun dans sa cour, ça génère zéro déchet. Si on fait chacun notre compost, si on est en mesure de le faire, ça génère moins d'émissions que si on l'embarque dans un camion et on le déplace pour le faire traiter ailleurs, c'est clair. Alors, il y a une réflexion à avoir là-dessus, mais tout simplement au niveau de notre bonheur aussi, comment est-ce qu'on peut réviser nos budgets, voir comment l'argent est dépensé pour que le résultat final soit un résultat qui vise le bonheur des individus et non pas non pas la productivité, par exemple. Donc, c'est sûr qu'à la ville, c'est pas la productivité qu'on vise, c'est le service aux citoyens. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on embarque dans une logique de permis et de rendement. Oui, et de rendement aussi, comme tu dis, de rendement, d'obliger les gens à passer à travers des obstacles pour arriver à un résultat final. Est-ce que donc il y aurait aussi un chantier de réflexion à faire au niveau de la simplification du processus bureaucratique, au niveau de qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui crée le bonheur? C'est pour le commerçant. Qu'est-ce qui crée le bonheur pour le citoyen qui est chez lui? Qu'est-ce qui crée le bonheur pour le jeune, pour l'aîné, etc.? De regarder tout le monde, puis de s'assurer qu'on est en train d'être au service des besoins réels des gens et non pas d'être au service d'une espèce de machine qu'on a créée. Absolument, c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis. Et ben oui, écoute, on tourne pas mal autour de ces thèmes-là. Hein. Dans le fond, un vrai changement, on est vraiment là-dessus. On est orienté pour rendre l'expérience citoyenne plus agréable, mais pas plus lourde.
Exactement, ouais. Une chose que j'ai entendue quand j'étais conseillère qui m'a vraiment déplu, c'est quand j'ai posé une question sur le budget, un des items du budget en arrondissement, donc pas à la ville. J'étais sur la commission des finances à la ville, donc j'avais la tâche d'étudier le budget de la ville à chaque année. Mais là, je parle d'une conversation qui s'est passée en arrondissement où j'ai posé une question par rapport à un item budgétaire et on m'a répondu, Madame McIntyre, si on n'augmente pas le budget d'année en année, ben à la ville, ils vont conclure qu'on n'a plus besoin de ce poste budgétaire et on va nous enlever l'argent. J'ai dit, il est où le problème? Il est où le problème? Si on n'a pas besoin de l'argent et on est en train d'inventer des projets pour pouvoir avoir accès à un budget, mais c'est complètement illogique. Et donc, quand on est... C'est vicié, quasiment. Ça marche pas. Oui, c'est vicié. Je ne dirais pas que c'est corrompu, mais c'est vicié dans le sens que ça met les arrondissements en concurrence les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, dans une ville qui fonctionne bien, le bonheur de quelqu'un qui est à Rivière-des-Prairies et le bonheur de quelqu'un qui est à Pierrefonds m'importe autant. C'est pas une question de dire, moi, je veux faire plaisir à mes citoyens, je veux m'accaparer le plus du budget possible pour ce faire, et puis tant pis pour les autres arrondissements qu'eux, ils luttent pour leur propre budget. C'est pas ça du tout, là. Donc, c'est impossible d'avoir une conversation sur le bonheur sans considérer le bonheur de tout le monde. Je pense qu'on est rendu là. Absolument, absolument. Ben, tu le disais aussi dans un autre podcast, là, un autre balado, c'est que le bonheur, c'est une chose, mais on va faire des liens avec la prestation de service. Hein? On va améliorer la prestation de service et nécessairement, il va y avoir un effet boule de neige. Les meilleurs services vont amener une population qui va trouver que la ville n'est pas juste une perceptrice de revenus pour donner des services, mais qu'on va vraiment sentir un influx d'efficacité là-dedans pour justement hausser le niveau de bonheur du citoyen. En tout cas, on sait, ça va être un grand chantier, comme tu dis, puis je pense que ça va amener des développements intéressants. Oui. Mais écoutez, vous qui nous écoutez à la maison, oui, ça passe vite. Et vous qui nous écoutez à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la ville de s'occuper de votre bonheur? Quel est le rôle de la ville, à part la collecte des déchets et les choses qu'on sait tous? Qu'est-ce que la ville pourrait faire de plus pour faciliter la vie aux Montréalais? Faites-nous part de vos commentaires, on veut vous entendre là-dessus. Et puis aussi de vos découvertes de la semaine. Est-ce que vous faites du jardinage? Faites-vous du vélo? Comment vous vous occupez pendant ces belles journées de début d'été qu'on vit finalement? Alors, merci encore d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et puis, bonne semaine à tout le monde. Merci Marc-Antoine pour la conversation. Et à très bientôt. Merci.